OK, Pierre, est-ce que tu es prêt présentement? OK. Pierre me fait dire que oui, Marc, il est prêt, mais c'est le thème d'intro qui n'est pas encore prêt. Il est en train de le chercher présentement. Donc, on va parler pendant que Pierre est en train de chercher le thème d'intro. Je te l'ai-tu dit comment t'es calme? Oh yeah! Oui, tu me l'as dit, mais à de multiples occasions, d'ailleurs. D'après moi, j'ai pas fini. Non, monsieur! Hey, sais-tu quoi pour venir ici? Salut, Jean-François! Hey, salut, Marc, comment ça va? Hey, boboy! Ça se peut pas. Ça va bien, moi, ça va bien. Oui, mais quand même, on dirait que t'as fondu, Marc. Ouais, j'ai chance- lâché les Mr. Puff. Gros jambon, gros jambon. Gros jambon. Puis Ouais. je cours. Mais une chance qu'Éric, le fils de Pierre, est là parce que j'aurais pas remarqué. Non, toi, tu te regardes dans le miroir puis tu essaies de te dire que t'engraisses pas. Non, ben moi, c'est des pauses plastiques que je fais devant le miroir, évidemment. Moi puis Sylvain Grenier, on est pareil. Ah ouais? Ouais. Devant un miroir, là, ben, on s'admire pas mal. Écoute, Marc, je veux juste te dire, pour venir ici, tu m'as texté l'adresse de Pierre, parce que ça fait longtemps que je suis venu par moi-même. Donne-la pas en onde, là. J'ai pas le droit de dire 171, non? Non. OK, j'ai pas le droit. Hey, j'utilise Waze. Ça m'a fait penser à toi. Maintenant, il y a l'option française d'un DJ des années 70. Et maintenant, tournez à droite. Vous êtes rendu à destination. Gros cave, Quoi? Répète-moi non ça pour voir, oui. gros cave, gros Chris de Mongol. Oh ben, tabarnak. Moi, je pense qu'on vient de perdre à peu près 75 de nos auditeurs dans la première minute. Mais les 25 c'est les vrais. Et Sim commence maintenant. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du Sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. Monsieur Fun, tabarouette, votre entreprise, ça, jeune homme, je crois. Exactement. Hey, ça Bientôt 40 ans en 2024. OK, donc ça veut dire 38 ans maintenant, si je calcule bien. Bon, Bravo. ben Marc, hey, tout un plaisir renoué pour moi d'être ici au studio PG à l'Épiphanie. Écoute, Ben- ça fait quelques semaines en ligne, là. Ben oui, écoute, ça coûte cher venir ici, hein, le prix du gaz. C'est pas évident. C'est pour ça que je vais te payer le lunch. Ah, ben Colin, on s'en va où? On va manger où? Bâton rouge. Ah, je pensais qu'on allait manger dans un restaurant mexicain. Ah, ça aurait été une bonne idée avec le thème d'aujourd'hui, hein? Ben, ça aurait été cool quand même. Hey, Carlos San Pepe ou les Tres Amigos. ah ouais, des restaurants typiquement mexicains, évidemment. Ouais, mais je veux juste te dire, Oui. on est à l'Épiphanie. Ah, ben oui, c'est vrai. Fait que, il y a un restaurant, puis ils ont Serve- du Mexicain. Ouais, ça s'appelle chez Gilles, puis ils servent du mexicain. Oh, non. C'est ça. Alors, nous sommes le 22 août, émission, comme dirait Pierre. C'est quoi l'émission, Pierre, le numéro?
Il dit 75, mais c'est 75. Donc, l'émission 75, nous sommes le 22 août. Et pourquoi qu'on vous parlait de cuisine mexicaine? Parce qu'on parle aujourd'hui des luchadors. Les luchadors. Incroyable. Ça, pour moi, c'est synonyme de spectacle. Oui. Écoute, c'est drôle parce que la semaine dernière, j'ai eu une réponse de la ville Mercier où ils m'avaient demandé de préparer, de soumissionner pour un événement d'Halloween qui aurait lieu plus tard dans l'année. Au mois d'octobre. Hein? Au mois d'octobre. Hey, bravo. Tabarouette. Bravo, t'es quand même perspicace, mon GF. But to be the man, you gotta beat the man, and I'm saying, woo! Le thème qu'ils nous ont amené, c'est le Mexique. Fait qu'il fallait que je fasse 5 tableaux. En passant, j'ai pas eu le contrat. Mais dans les 5 tableaux, il y avait la journée de la mort, là, la Muertes ou je sais pas trop quoi, là. Muerte. Ouais, il y avait un thème là-dessus. Ouais. Et dans le 5e tableau, j'avais amené la lutte. Un ring de lutte avec des luchadors pour faire autre que le Acapulco puis le Cancun, là. Et puis, tu sais, je me disais, je revoyais ces costumes-là, ces entrées et surtout comment ces lutteurs-là sont athlétiques et ils font des choses incroyables. Et ils ont marqué les générations aujourd'hui. Souviens-toi, quand on avait la TOW, on avait beaucoup de lutteurs petits, moins de gros gabarits, qui faisaient des affaires extraordinaires. Entre autres, il n'a pas lutté beaucoup pour nous autres, là, mais ton bon ami qui vient d'être papa, c'est un bon exemple. Ben oui, Matt Angel, c'est un bon exemple parce que il fait bien ce qu'il fait en mouvement aérien parce qu'il n'en fait pas beaucoup. C'est plus un lutteur technique, un lutteur psychologique, mais les gens retiennent chaque mouvement que Matt Angel fait. C'est-à-dire, puis quand il fait un move aérien, les gens pensent qu'il ne fait que des mouvements aériens tellement qu'il amène bien ces mouvements-là. C'est aussi l'aspect psychologique des luchadors qui m'intéresse. Qu'est-ce que Matt Angel a justement bien amené au Québec? Si on prend aussi, exemple, Mike Bailey, oui, tout à fait. Speedball. Écoute, c'est sûr que, tu sais, on en a parlé quand il a gagné à Slammiversary la Division X, championnat de la Division X d'Impact. Mais ça vient, ça, ils ont vu l'évolution. Et si on parle d'un nom, le premier nom qui vient en tête de tout le monde, c'est Rey Mysterio Jr. Ah oui, évidemment, il est encore là aujourd'hui. En plus, il est en train d'initier, depuis quelque temps quand même, son fils Dominique. Ça a été critiqué, ça, à WrestleMania. Hein? Tu trouves? Moi, j'ai lu des choses comme quoi que Dominique n'était peut-être pas prêt. Les gens peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais Dominique, c'est un nom. C'est le fils de Rey Mysterio, puis il est en train de bâtir son propre nom présentement. La lutte et avant tout, c'est une question de charisme, de personnalité. Puis lui, Dominique Mysterio, il a la chance d'avoir déjà une personnalité qui lui a été imposée par son père. Donc moi, je suis tout à fait d'accord au fait qu'il était à WrestleMania avec son père et je suis persuadé que Rey Mysterio était très, très, très heureux d'avoir son fils avec lui. Puis tu vois, moi, Rey Mysterio, je l'ai connu à la WCW dans les fin des années 90, puis il est encore là. Oui. Puis on se souvient que, c'est sûr qu'à un moment donné, il a pris beaucoup de masse. Oui. Mais quand il est arrivé, là, c'était presque risible. Il était tout petit. Écoute, je suis plus grand que lui, là. C'est le but de l'histoire également. C'est comme un peu quand l'exemple facile, le 1-2-3 Kid a battu Razor Ramon à Monday Night Raw. C'est le petit qui bat le géant. C'était la même chose pour Rey Mysterio. Il était là dans le but d'impressionner, de battre des plus gros que lui. Puis Rey Mysterio, moi, je l'avais connu à la ECW Extreme Championship Wrestling. Évidemment, il a commencé bien avant ça. Mais moi, je l'ai connu là. Puis quand il est arrivé à la WCW, immédiatement, je me suis dit, ça, il va être un joueur d'impact. Enfin, une nouvelle division. Parce que moi... Il joue au soccer, lui? Et boboy!
jouer au soccer, un joueur d'Impact? Non. J'ai pas dit un joueur du FC Montréal. Ah, excuse, je suis encore avec l'ancien, non? C'est ça qui arrive. Mais Rey Mysterio, il y avait 2 bookings parallèles à la WCW à ce moment-là. Il y avait le booking des plus gros noms, style Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, puis les plus gros noms de la compagnie, et le booking des luchadors et des autres lutteurs qui étaient moins gros ou moins élevés dans la carte. Puis c'était 2 bookings parallèles qui étaient complètement compatible à la WCW. C'est ça que j'adorais, qu'on pouvait autant aimer les luchadors, qui étaient une division du booking, et les plus gros, qui étaient une autre division du booking. Et moi, un match qui m'a solidement marqué, ça provient d'Halloween Havoc, 1996. Eddie Guerrero contre Rey Mysterio Jr. Vraiment, c'était spectaculaire. David Jouan, je l'invite d'ailleurs à mettre le lien de ce combat sur la page Facebook du CIM, parce que c'était le meilleur combat que j'ai vu des luchadors. On parle de Rey Mysterio. Moi, ce que j'ai en mémoire, c'est ses confrontations avec Kevin Nash. Entre autres, à un moment donné, dans le stationnement, Kevin Nash l'a projeté sur une vanne, un camion de production. Exact. Et d'ailleurs, dans mes photos souvenirs, j'en ai une avec Mysterio parce qu'il avait perdu son masque, qui était quand même quelque chose, qui est encore aujourd'hui quelque chose de hyper important pour les lutteurs. Et avec son... Et on va en parler avec... je ne sais pas si Eric Bischoff, pas le lutteur là, de la Rive-Nord, Eric Bischoff, on a pris un extrait de 83 Weeks with Eric Bischoff où il nous amène au moment de sa décision de vouloir faire du changement pour accoter... Pour changer. Oui, mais surtout pour accoter ou espérer vaincre la guerre des ratings, des codes d'écoute. Puis il y avait des idées. Et si on revient sur les luchadors, une chose, je voulais dire, ceux qui ont un masque, il y a bien des chances que c'est un masque de Rey Mysterio. Là. C'est le masque le plus... Moi, quand je vais à Playa del Carmen, je ne vais pas souvent, mais quand je vais quand même... On dirait que tu restes là. Ouais. D'un camp d'été. Ouais. Quand je vais à mon chalet, quand je vais à Playa del Carmen une fois aux 4-5 ans, mettons, souvent c'est ça. Les vendeurs au coin des rues, c'est des masques de lutte, des masques de luchador là-bas. La plupart, c'est des masques de Rey Mysterio. Et aussi des grands noms qu'on connaît comme Psycho 6. Psycho 6 qui est un grand lutteur, la Parka. Donc, c'est des masques hyper populaires qui étaient à l'époque justement de celle que tu parles, la WCW. Oui, et là, il y a un masque pas rapport, mais qui est quand même populaire. Oui. C'est celui de... je cherche le nom, Jack Black. Ah oui, Nacho Libre. C'est ça, c'est ça. Yes, it's true. I am Nacho, the luchador. Who? Maybe you have seen me on TV. Nacho! No, this is forbidden. I knew it. He is not a man of God. Mais ça, on est loin là, des luchadors. Moi, j'ai adoré ça. En plus, ça avait marqué notre époque avec PCO, 2 pieds de bras, Pierre-Carl Ouellette, à la WCW, à RDS, parce qu'on avait organisé un PCO party et on amenait justement les gens manger dans un restaurant mexicain de la Rive-Sud à Montréal. Ensuite, on visionnait ensemble Nacho Libre au cinéma. Ça avait été une belle soirée. Je me souviens même que j'avais notre ami Normand Césaré de la Shop à pâtes qui m'avait ouvert la chemise pour que je reçoive un atémie de la part de PCO. Ah, OK. Une chance que ça s'est arrêté. Une chance que ton histoire a arrêté, a continué. Ouais, mais parce que Normand Césaré, je me rappelle, il m'a ouvert la chemise. Ça aurait fini sec et mal. Ouais, mais quand on le connaît, c'est correct. Là, on va faire la pause. Oui. Au retour de la pause, on va écouter le segment avec Eric Bischoff, très intéressant,
que je vais traduire à chaque 40 secondes, plus ou moins. Et après, on revient avec peut-être un peu de détails sur les noms que tu as avancés, Cyclopée, La Parca et tout ça, avant d'aller à notre premier invité, qui est Patrick Amiotte ou Patrick Amiot. OK. Il décidera dans l'entrevue quel nom il veut. Lui, c'est un... Ben, je vais en parler. Mais attends un peu. Pierre, il a levé le bras présentement. Il veut savoir si on va en pause ou à l'entrevue directement. Là, on va en pause. OK. Et on revient Pierre, avec Eric Bischoff. OK, Pierre, on va en pause. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome JF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. My intent, look, I'll admit, I didn't know a lot about what was going on in Mexico. I knew nothing. Let's be clear. I knew fucking nothing about what was going on in the wrestling industry in Mexico. Alors, ce qu'il nous dit, Eric Bischoff, c'est, lorsqu'on parle des luchadors, il dit, d'abord, mon intention, ce qui est important que vous compreniez, je n'avais aucune idée de ce qui se passait au Mexique avec les lutteurs luchadors. J'avais aucune idée. But I did know it existed, and I did know that I wanted WCW to be more diverse, to have a more international kind of footprint. Yes. I wanted people to look at, and again, it came down to the difference. WWE was WWE. Nitro was going to be Nitro. I knew I had to be different than the WWE, so let's make a list of all those things. Well, one of those things was, if I bring in talent from Mexico and I bring in talent from Japan on a consistent basis. I wasn't the first one to do it. I know that. But I was the first one to do it on a consistent basis and turn it into storyline as opposed to one-off matches, right? Alors, ce qui nous dit Bischoff, c'est qu'il savait que le côté de la lutte mexicaine existait, mais dans sa tête, il voulait que la WCW que ça soit diversifié. Il voulait vraiment amener quelque chose de différent. Bischoff savait que s'il voulait battre la WWF ou WWE, fallait que ça soit vraiment différent. Et le fait d'amener des lutteurs mexicains ou amener des lutteurs qui venaient du Japon, j'étais pas le premier à le faire, mais j'ai été le premier à le faire sur une base récurrente, sur une base régulière. And I knew if I brought in wrestlers, I brought in, gosh, I'm so sorry, I can't remember his name right now. His first name was Frank. He was from Sweden. He was an Olympic-style wrestler from Sweden. Brought him in because I wanted WCW to have a more international, global kind of feel as opposed to, here's this really great, U.S. product. And then having the opportunity to connect with Conan, I don't even remember how I really made the first connection with Conan. So if you're going to ask that question, I'm sorry. Just go ahead and scratch it out. Gotcha. Okay. But however that came about, and then because of Conan's relationship with Mexico and the promoters in Mexico and the talent, to be able to have this kind of turnkey solution as a way to bring in Hispanic talent was a great opportunity for me, and I recognize it as such.
Alors, il nous dit que d'être capable d'inclure dans les histoires ce qu'on appelle le storyline, plus que juste faire des combats, c'était important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé chercher un lutteur, il ne se souvient pas du nom, qui était un champion en Suède, toujours pour amener ce côté international, ce côté global à la WCW et pas juste un produit américain. Et le fait qu'il a eu un contact privilégié avec Conan. Il dit à son co-animateur, « Demande-moi pas comment c'est arrivé, je m'en souviens pas. » Mais le fait que Conan était bien branché au Mexique, étant mexicain lui-même, avec les promoteurs, avec les talents, les lutteurs, et que ça lui donnait ce qu'on appelle ici un service clé en main, ça rendait la situation très facile. And Conan was that guy. Conan could make all that happen. I say turnkey. It was like pick up the phone, say, okay, Conan, here's what I want to do. What do you think about this idea? He got excited about the idea and then had access to all the talent that we needed to execute it. So it was a real blessing for me and for WCW and the fans to have a guy like Conan who could basically pick up a phone call and bring in some of the top talent in Mexico without a whole lot of effort. Wow. Alors, il nous dit ce qui était vraiment facile avec Conan, c'est que tu prends le téléphone, tu l'appelles, tu lui lances une idée, lui, il vient excité de l'idée et il a accès à tout ce que ça prend, tous les lutteurs, tous les talents pour faire que ça arrive. Donc, c'était vraiment, le mot qu'il a utilisé, c'est blessing. Il était béni d'avoir un gars comme Conan qui, lui, avait accès aux les meilleurs talents des lutteurs luchadors mexicains. You know, I used to watch, and again, when I first started thinking about bringing guys in from Mexico and all that, I would seek out, you know, I'd look at tapes, for example, out of AAA, and it would be like, oh, that's crazy. Because if you look at the style and you look at the characters and you look at even the in-ring presentation of what I saw when I initially started looking at tapes of AAA back then, it was like, oh, I mean, Japanese wrestling was not all that much different. I mean, it was different, but not dramatically so. And when I looked at wrestling coming out of Mexico, it was like, holy shit, this is crazy. It was almost like, you know, if it's Saturday afternoon, you're not doing anything and you want to have a great afternoon, you know, hit the bong, watch some AAA and laugh your ass off because it was crazy. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que oui, il regardait, quand il entendait parler de certains lutteurs, prenait le temps de regarder des cassettes, de regarder du vidéo. Et quand il voyait la AAA, il se disait « Wow, c'est bien malade! » Il disait que c'était un style de lutte qui était différent, les personnages, la présentation à l'intérieur du ring. Il dit, même le côté japonais, c'était différent de ce qu'on voyait aux États-Unis, mais comparé à le produit de la AAA du Mexique, ça, c'était vraiment, vraiment très différent. Il dit, c'est comme si à un moment donné, un samedi après-midi, tu n'as rien à faire, tu es avec des amis, tu décides d'écouter de la AAA, puis tu ris, puis tu es diverti, pas à peu près. And it wasn't so much of a stigma as it was a recognition that the presentation in Mexico, because the culture was different, the history of it was different, the relationship with the audience was so much different than it was in the United States. It was an entirely different product that took place kind of in the ring and kind of involved wrestling. But it also is what made me excited about it. Because again, it was the diversity. When I say diversity, I don't mean it in the way most people use it in terms of races and all that, although that's obviously part of it. But I wanted a diverse presentation. Yes. I wanted WCW fans to be able to see what wrestling looked like in Japan. Different styles. What wrestling looked like in Mexico. Yeah. And what wrestling looked like in different parts of the world. That was really important to me. And I thought, well, this is definitely different than the domestic American product. But
I don't think that's a stigma as much as a recognition that culturally it was a much different product and therefore more interesting. Il nous dit que le produit, c'était vraiment de reconnaître un produit qui était vraiment différent parce qu'il y avait toute l'histoire, la relation entre le public et les lutteurs luchadors. Et encore une fois, il utilise le mot diversité, mais pas dans le sens racisme et autres qu'on utilise aujourd'hui, mais bien pour présenter à son public de la WCW ce qui se passe au Japon. La lutte qui se passe au Mexique, ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, c'était une façon de reconnaître la lutte mondiale et d'amener ce produit-là aux amateurs de lutte de la WCW. Tout un segment, comme tu dirais, pas que Eric Bischoff a saigné. Non. Tout un passage avec Eric Bischoff. Une chance que tu étais là pour traduire. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'était Marc Blondin qui traduisait. Tantôt, là, arrête de faire des niaiseries. Là. Avant qu'on enregistre, on se demandait chacun, c'est quoi un luchador? Mm-hmm. Et on était tous les deux d'accord parce que je suis allé sur certains sites web pour voir les top 10 luchadors. Okay. Et ils me mettent Chavo Guerrero, Conan, Eddie. Puis, toi et moi, on a un peu la même vision. C'est que luchador, c'est complet, incluant le costume. Oui, incluant le masque. Moi, c'est essentiel parce que je les ai connus comme ça. Évidemment, il y a plusieurs variations. Il y a des luchadors qui n'ont pas de masque. C'est bien correct ainsi. Mais nous, c'est générationnel. On les a connus comme ça, avec le costume et le masque. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on trouve qu'un luchador complet, dans notre vision à nous, c'est incluant le costume. Dans ceux que j'ai eu le plaisir de décrire les combats dans les années 90 avec mon ami Michel Le Tourneur. Salut Bob! On en a parlé tantôt, Cyclopé qui arrivait avec, puis on le sait, un cyclope, ça a un œil. Ouais. Fait que le costume était assez spécial. Cyclopé en était un. Je regarde dans ma liste. Silver King, ça me dit quoi, mais pas tant que ça. Je vais te dire que les deux prochains, c'est vraiment Psychose. On l'appelait, on l'avait traduit en français. Psychosis, qui était un des tops à la WCW. Et celui qui me faisait le plus rire, moi, c'était La Parca. Ah oui, le chairman. Ouais. Il arrivait avec une chaise, le chairman de la WCW qu'on appelait. Exactement. Puis je me souviens d'un combat, puis je l'ai lu récemment. Puis il y avait un lutteur qui avait mis le costume de La Parca. Ouais. Puis il avait enlevé son masque. Puis là, je pense que c'est Diamond Dallas Page. Oui, exactement. Exactement. Qui avait mis le. Hey, t'es hot, t'es bon. Merci. Puis c'est ça. Il arrivait toujours avec sa chaise, sa démarche. Tu sais, il était vraiment. Ouais. C'était divertissant. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé tantôt. Il y a des lutteurs qui ont le style luchador, lucha libre. Mais c'est ça. Pour moi, un luchador, là, il y a le costume spécial, il y a un masque, il y a de la couleur, il y a l'énigme, il y a, tu sais, on ne sait pas c'est qui, je sais pas. Puis on va reparler aussi de la WCW. La WCW a bien apporté cette division-là parce qu'en 1994-95, dans mon esprit à moi, à ce moment-là, la lutte chutait un peu dans la culture populaire. En 96, quand Hogan a créé la NWO avec Kevin Nash et Scott Hall, il y avait également les luchadors. Il y avait Rey Mysterio. Puis moi, le combat qui m'a le plus marqué, j'ai dit Halloween Havoc 96, mais je ne suis pas sûr si c'est 96 ou 97. Mais Rey Mysterio contre Eddie Guerrero, ça, c'était le combat que je présentais justement aux gens de ma famille qui venaient à Noël, qui disaient « Ah, la lutte, c'est arrangé. » Puis moi, j'ai tout le temps dit, qu'est-ce que je dis tout le temps? On s'arrange pour que ce soit bon. Mm-hmm. Puis, je présentais le combat Rey Mysterio contre Eddie Guerrero en leur disant « Je pense que pas grand monde au monde qui sont capables de faire ça. » Et je leur montrais ce combat-là, puis tout le monde était super impressionné. Et c'est comme ça que j'ai développé
de nouveaux amateurs de lutte en leur montrant ce combat-là en particulier. C'est sûr qu'à cette époque-là, puis on le sait, Bischoff et la WCW, incluant la NWO, ont clenché la WWE, sont arrivés avec quelque chose de nouveau. Et oui, la NWO, oui, les Sting puis tout ça, mais côté visuel dans l'émission de 2 heures ou de 3 heures à un moment donné, quand tu arrivais avec un combat des luchadors, et oublie pas aussi ce qui ressemble un peu, mais la lutte japonaise, il y avait un lien avec, je pense que c'était New Japan ou je sais pas trop quoi, et il y avait un lien, il amenait des lutteurs japonais qui ont un peu aussi, il y en a beaucoup qui ont cette dynamique. À l'époque, il y avait The Great Muta. Donc, oui, c'était une dynamique complètement différente que la WCW apportait. Ce qui faisait que c'était diversifié. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bien, c'était punch après punch. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas à ça. Moi, je ne m'attendais pas, jeune à ce moment-là, que ça existait. Donc, quand c'est arrivé, c'était un clash. Pour moi, j'ai adoré ça. Toi, tu as lancé un défi à David Jouan tantôt. Moi, il en a lancé un, qui trouve un segment de moi qui décrit un combat de Le Parca. Ah oui? Je vais demander qu'il cherche ça. Il n'y aura pas le choix. Il vient de l'entendre. Mais c'est ton employé. Oui, c'est ça. Puis au prix, je le paye. Alors là, messieurs, dames, on va, d'après moi et d'après même Blondin, le petit tournoi à côté de moi, avoir tout un match de voltige ce soir et c'est pas terminé! Non, parce qu'il commence. Non, mais c'est en jaune. Merci. La Parca. Ils ont tous les deux des nouveaux costumes, nouvelle couleur. Oui. Au diable les budgets. Oui, au diable les budgets. On dirait que... Au diable, au diable. Au diable. Au diable vos verres. C'est bien ça? Allez, laisse tomber. Alors donc, une équipe Psychose noir et blanc, La Parca jaune et noir. Vous n'êtes pas supposé de me dire que Psychose a les couleurs de la NWO? Ah non, vous venez de le dire. OK. Exactement. L'adversaire est Mysterio Junior et Juventud Guerrera. Est-ce que c'est un nouveau masque? Oui, c'est un nouveau masque, exactement. Habituellement, son menton est couvert. Absolument, bravo. Merci. Heureusement que je vous parle avant l'émission, Incroyable, c'est Salcombe, la Charlotte en Caroline du Nord. Et La Parca qui a sa chaise avec lui. Toujours dangereux. Alors, 4 catcheurs masqués. Alors, on sait très bien que les règles... Le seul qui n'est pas un catcheur, facile à savoir, il n'a pas de masque, c'est l'arbitre. Donc, s'il y a un arbitre, ça veut dire, monsieur le tourneur, que... On va être dans les règles de la WCW. Ils vont essayer d'aller dans les règles de la WCW. Après la pause, tantôt, j'en ai parlé un petit peu, Patrick Amiotte, qui... dans le temps de la TOW, on a fait au moins 2 spectacles à Papineauville avec Patrick, je pense que c'était Patrick Chartrand, qui était celui qui nous faisait, qui nous engageait, la TOW. Et lui, il venait avec ses chums. On les a invités au Beach Club, sont venus là, sont venus à plusieurs événements. Et dans la gang de chums, il y a Patrick Amiotte, que lui est fasciné par tout ce qui a rapport avec le Mexique. Et c'est un grand fan de lutte. Alors, il va nous donner sa vision, comment il voit ça, les luchadors. Simmania 1, c'est dimanche, le 18 septembre prochain, à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 1, c'est un événement. Ça débute à 16h avec un podcast live, plusieurs invités sur place. On aura également le lancement de ma biographie, mon livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » avec mon co-auteur Bertrand Hébert sur place. Et entre 17h et 19h, la légende Demolition Axe, superstar masqué Bill Eadie, vous rencontrera sur place. Et à 19h, Simmania, le show de lutte. 35 lutteurs, gérants, animateurs, puisque je décrirai live dans la salle les 6 combats avec des analystes invités. Simmania 1, tout un événement de lutte, c'est dimanche, le 18 septembre prochain. Achetez vos billets, lepointdevente.com, -billets-Simmania.
Simmania 1. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Patrick Amiotte. Amiotte ou Amiot? On va dire Amiotte quand je suis en campagne, puis Amio quand c'est professionnel. Ah, c'est Donc, bon, ça, c'est bon. Ouais, ça. en campagne, on disait le petit Chris d'Amiotte. Puis, si on parle de en ville. campagne, on parle de Ouais. Masson-Angers. On va parler de la petite nation comme Papineauville, Saint-André-Avelin, Ripon, Lac-Simon, Montebello. T'as-tu dit Ripon? En campagne, on dit Ripon. Mais on peut on dire parle Ripon bien sûr aussi. de la ville natale de Stéphane Richer, Ripon. Absolument. Oui. Là, les gens se demandent, c'est qui ça, Patrick Amiotte? Comment se fait qu'il est invité sur le podcast à Marc? Bien, rapidement, on a un chum en commun. D'ailleurs, je m'ennuie de Patrick. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Patrick Chartrand, qui s'occupe, il était à la municipalité de Papineauville. Est-ce qu'il est encore là? Il est encore là, oui. Je pense qu'il occupe les mêmes fonctions que quand il avait produit quelques événements de la TOW avec toi. Là. Puis, Sylvain, il m'avait dit que ses aspirations en 2022 étaient de devenir maire de la municipalité. Give me a hell yeah! What? Mais ça reste à être prouvé. Mais Patrick Chartrand, qui a booké 2 shows de TOW, tourné à Papineauville, qui est venu nous voir avec toi à Saint-André-Avelin. Tu me disais que je vous avais invité au Beach Club. Alors, Patrick a été catapulté dans l'univers du Soyez-y, mesdames, messieurs. Quand j'ai mis un statut disant « Je cherche des gars qui trippent sur les luchadors parce que Patrick et vous aussi, les auditeurs, vous savez que la WCW, ça a été une époque très, très marquante là, quand Eric Bischoff a pris ça. Il a décidé d'amener cette saveur internationale-là, la WCW. Comme il l'a fait avec des membres, si ma mémoire est bonne, c'est le AAA au Mexique, et il l'a fait aussi avec les gens de New Japan. New Japan, oui. Et toi, donc, tu me disais que tu es présentement, aujourd'hui, tu es un fan de le All Elite Wrestling. Ça l'a pas mal. Au début, j'étais pas trop fan d'eux autres. Puis, j'aurais redonné une chance dans peut-être la dernière année. Puis, je suis tombé en amour pas mal avec ce qu'ils font comme production. J'aime bien comme l'aspect un peu indie qu'ils ont, un peu professionnel, mais un peu indie avec... comme l'amour, pour le respect des lutteurs, un peu. On dirait que c'est comme revenu un peu l'amour de la lutte si on compare un peu à la WWE, là, qui me commençait à me décevoir un peu. Mais tu me disais aussi, Patrick, que le fait que Vince ne soit plus là et que Triple H a pris du galon, que ça te donnait peut-être espoir, ça, qu'il y ait eu un changement parce que tu étais déçu de ce que tu voyais de la WWE. Oui, c'est ça. J'ai toujours été un fan de Vince, par exemple, mais là, je ne le connais pas évidemment personnellement, mais on dirait qu'il commençait un peu à perdre la touch avec les fans, où je sais qu'il faut qu'il plaît aussi à toutes les... il est à la bourse, tout ça, puis il faut qu'il plaît à beaucoup d'âge de fans, comme les plus jeunes ou plus vieux. Je trouve qu'il avait un peu perdu la touche avec les vrais fans de lutte. Là, surtout quand ils ont pris le dessus sur NXT, quand ils ont comme flushé un peu Triple H, puis ils ont comme rebrandé ça un peu à la touch WWE. Ça m'a complètement... j'ai perdu intérêt, là, vraiment. Là, je commençais à plus aimer qu'est-ce qu'il faisait. Je suis tellement fan que je continuais à regarder quand même en fast-forward, Raw et SmackDown.
NXT, j'ai complètement bloqué ça. Je trouve ça vraiment... j'aime pas leur contenu. En tout cas, fait que là, entre-temps, j'ai tombé en amour avec la AEW, puis surtout avec le retour de CM Punk. J'ai bien aimé sa run de CM Punk là, avant qu'il se blesse. Et tous les adversaires qu'il y a eu, comme un petit peu comme une dernière ronde. En tout cas, je suis tombé complètement en amour avec eux autres. Là. Et là, ça nous amène à notre sujet de cette semaine, les luchadors. Et ça veut dire quoi pour Patrick Amiotte, fan de lutte, les luchadors? Ça lui dit quoi? C'est ça, M. Chartrand, il m'a tagué pour m'agacer, surtout parce qu'il sait que j'aime ça. Il ne pensait pas que on serait rendu à être sur ton podcast, là, mais je suis loin d'être un connaisseur, mais j'adore, comme on parlait, j'adore la lutte. Je suis passionné de la lutte en général, puis j'adore la culture mexicaine, la musique, la bouffe, la lutte, le lucha libre, évidemment, puis tout l'art visuel. J'ai toujours été passionné du mystique, là, que c'est le lucha libre avec les masques, puis toute la flamboyance que ça l'apporte comme l'héritage culturel mexicain. J'ai toujours été fasciné. Surtout les masques, parce que les masques, en étant fan de lutte, en étant aussi fan de super-héros, évidemment, c'est quelque chose de flamboyant là, dans le mystique là, des masques, puis les personnages que ça peut créer des individus, puis l'honneur aussi que c'est le port du masque là-bas, comment c'est fascinant de comme une personne peut porter le masque pour côté professionnel pour gagner sa vie, puis enlever le masque après pour sa vie personnelle, puis pas être reconnu. Toute cette fascination-là, les Iris Maneuvers, les séquences rapides dans la ring, tout ça. Mais oui. À t'écouter, Patrick, c'est plus que ce qui se passe dans le ring, parce que tu as parlé de plusieurs choses qui ont rapport avec le Mexique. Alors, c'est pas une fascination, comment on va dire ça, un intérêt, un grand intérêt pour tout ce qui est mexicain et qui inclut beaucoup les luchadors. Oui, c'est ça, qui est très similaire. Bien, évidemment, c'est la lutte, puis évidemment, similaire à les super-héros, puis qui est le monde fantastique, justement, aussi que la lutte peut être avec les personnages en général, avec les personnalités des lutteurs. Mais surtout, c'est ça encore pour venir au côté mystique du masque. Tu sais, si on voit les lutteurs en général, la flamboyance va être avec les costumes, mais aussi leur personnalité, contre les heels, contre les babyface, mais là c'est tout généré par le masque, puis on voit pas la personnalité de la personne, mais tout ça est concentré sur vraiment encore plus le personnage en costume, puis c'est ça, ce mystique-là que j'adore. Si t'adores le mystique, puis moi aussi, j'étais un fan de super-héros, fait que je comprends très bien ce que tu dis. Ouais. Mais un gars comme toi qui a vu probablement, qui a vu des lutteurs mexicains être démasqués pour l'histoire, comment que toi, en tant que fan de lutte, tu voyais ça? Exemple, Rey Mysterio à la WCW dans son histoire avec, je pense que c'était Kevin Nash, là. Ouais, c'est quelque chose qui te gossait. On voyait pas ça souvent dans WCW. Je me souviens bien, c'était la première fois que j'avais vu ça en général. Quand Kevin Nash il a enlevé le masque à Rey Mysterio, puis le Mysterio il avait continué une run sans masque. Mais on le voit toujours encore, évidemment, c'est le plus grand déshonneur que le luchador peut avoir, là, de se faire démasquer. Et je pense que c'est arrivé il n'y a pas longtemps dans AEW aussi avec Ray Phoenix, où
au Pentagon Junior. Mais c'est toujours intéressant de voir ça comme tout l'enjeu que c'est de la perte du masque, puis l'honneur de l'individu, puis aussi souvent quand le heel il va utiliser cette méthode-là pour avoir l'avantage dans le ring en essayant d'enlever le masque aussi, puis déconcentrer l'adversaire. Mais c'est ça, évidemment, ça fait partie de l'héritage du lucha libre, puis le fait du grand déshonneur de faire enlever le masque, c'est encore là un autre enjeu important là, qui est le fun à voir, là, qui met un enjeu dans le match. Là. Est-ce que tu vois un lien entre la lutte mexicaine et la lutte japonaise? Oui, absolument. Il va y avoir aussi des lutteurs masqués aussi dans la lutte japonaise, comme je pense Ultimo Drago, exemple. Il y a beaucoup aussi, là, comme en ce moment... Le respect ouais. est très, très implanté en Asie, au Japon. Oui, évidemment, les Japonais qui sont vraiment basés sur le respect. Oui, il y a une très grosse connexion, que ce soit culturelle ou les moves dans le ring. Puis, si j'aime bien en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup des lutteurs qui vont au Japon qui font c'est pas mal le Japanese Tech, là, Lucha Libre un peu. C'est comme un style de Lucha Libre, mais technique japonaise. Qu'on voit un peu des lutteurs qui sont venus dans AEW là, pour le Forbidden Door. Que j'ai aimé ça parce qu'ils ont mixé, ils ont apporté ce style-là aussi avec les luchadors. Donc, évidemment, oui, grosse similarité entre les deux. Là. Tu sais, je te demandais en terminant, as-tu des lutteurs masqués, luchadors ou mexicains préférés? Absolument, il y en a beaucoup en ce moment. En ce moment, c'est pas mal Andrade, El Idolo, que j'aime beaucoup. J'aime bien Ray Phoenix, Bandido. Je suis beaucoup classique aussi, là, donc fait que là, si on parle là, comme la fascination des masques, là, puis que j'aime ça aussi collectionner les masques, là, comme on va parler de El Santo ou Blue Demon Jr., qui sont comme les classiques luchadors. Évidemment, Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Mais en ce moment, c'est vraiment là, Andrade que j'aime beaucoup, puis Ray Phoenix. Tu vois, c'est drôle parce qu'on s'était écrit sur Messenger, puis t'avais pas de l'air à comprendre qu'est-ce que tu pourrais apporter au sim, puis ça a été super intéressant, puis je m'attendais pas, moi, à ce que tu me parles de au-delà de la lutte. Je trouve ça vraiment intéressant que pour toi, là, le côté respect, le côté de la culture mexicaine autant que du côté japonais, mais je trouve que tu as amené un point que j'avais pas vu, puis ça me surprend et agréablement surpris. Fait que, Patrick, mais je suis content d'entendre ça. Puis tu vas avoir la chance d'écouter l'épisode. On va voir ce que nos autres invités vont amener comme point. Et puis, qui sait, peut-être que ton gérant, Patrick, pourra te faire en sorte que tu sois de nouveau invité sur le CIM. Écoute, je te remercie beaucoup en cette belle période de l'année. Et longue vie au luchador! Si, Seigneur, puis c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui, Marc. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner ton temps comme ça. Fait qu'au plaisir de te voir et de te parler, Patrick. Salut! Plaisir, Marc. Bye. Bye. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bitter Messieurs, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière.
André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Mesdames, Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y, Mesdames, Messieurs, ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB, pour Noire et Blanche, micro@gmail.com. Cheers! Cheers, Marc. Cheers to you, cheers to me et cheers à Lufisto qui s'en vient en entrevue. Ça, j'ai très hâte. Là. J'ai vraiment, mais vraiment hâte parce que la première dame du hardcore, c'est Lufisto. Elle a connu pas mal de styles, dont le style hardcore, comme je l'ai connu à la CZW, comme je l'ai connu au Québec. C'est une grande dame, autant pour la lutte psychologique. Elle connaît ça, la lutte. Puis d'ailleurs, on va en avoir une belle preuve qu'elle connaît le style luchador. Oui, parce que quand j'ai demandé à ton jumeau Pat Laprade de me donner des suggestions d'invités pour le sujet, à un moment donné, il me parle de Lufisto. Puis là, ce que tu viens de décrire, ton intro, tu viens de faire, j'imagine quelqu'un qui écoutait l'épisode puis se dit, coudonc, on a-tu changé d'épisode de lutte féminine, hardcore, baba? Non, c'est parce que je l'ai promis à Lufisto, je l'ai promis aux auditeurs, ça s'en vient, on va faire des épisodes sur la lutte féminine et Lufisto va être la grande vedette de ça, c'est sûr, on ne peut pas passer à côté. Mais elle a lutté au Mexique. Oui. Donc, elle a trempé dans la culture mexicaine, elle a vu ce que c'était. Puis je voulais avoir justement quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, qui me parle des luchadors et de tout ce qui entoure ce mythisme. Ce mythe. Ah oui, moi je trouvais que mythisme c'était plus beau. Ah oui, mais écoute, il y a bien des choses que tu trouves beaux aussi. Je te regarde te gratter, puis ça fait de bien avec les mythes. Yeah! C'est sûr. Mais pour Lufisto, c'est aussi une femme très intelligente qui connaît la lutte. C'est une personne... Fait combien d'années qu'elle est dans la lutte? Oh, énorme, au-dessus de 20 ans facilement. Fait que la psychologie de la lutte, oui. Elle l'a étudiée et elle connaît ça. Là. Premièrement, c'est une personne à qui j'adore parler de lutte et de d'autres sujets. Puis la lutte, elle connaît ça en petit pépère et quart. Bon, on s'en va écouter Lufisto dans l'épisode sur les luchadors. Alors, tel que discuté, notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Jen Goulet, connu également sous le nom, surtout connu sous le nom de Lufisto. Comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Ça va bien. Écoute, Jen, gros merci d'accepter l'invitation du CIM. Et on est sur un épisode sur les luchadors. On est allé chercher ce que Eric Bischoff, pourquoi qu'ils les avaient amenés là aux alentours des années 95-96. On a eu un fan de lutte qui, lui, tripe sur tout ce qui est luchador et Mexique. Et notre ami commun, Pat Laprade, m'a suggéré de t'avoir comme invité. Et comme je te le disais, et comme j'ai promis à nos auditeurs, c'est sûr qu'on va faire quelque chose sur Lufisto et la lutte féminine dans les prochaines semaines ou au pire prochains mois. Mais ta première visite sur le CIM, c'est parce que tu as lutté au Mexique et tu as sans doute, tu as lutté partout, là, c'est incroyable ta carrière, mais qu'est-ce que tu as remarqué ou qu'est-ce que tu te souviens de cette, comment on pourrait dire ça, cette méthode, cette façon de vivre de la lucha libre, luchador au Mexique? Moi, ce que je trouve qui sort de l'ordinaire et ce qui est beau de la lutte au Mexique, c'est que c'est vu comme... C'est aussi important, si je veux faire une comparaison pour que les gens comprennent, la lutte là-bas est aussi importante que le Canadien de Montréal. C'est-à-dire que quand tu arrives là-bas, dans les journaux, tous les journaux locaux, les journaux plus grands, tout ce qui est magazine aussi, vont couvrir la lutte.
comme si c'était le plus grand sport. Ben, c'est comme un sport national pour eux. Hein. Il y a le football, nous, ce qu'on appelle le soccer, et le lucha libre. Tu vas avoir les cartes. Allez voir tel show, il y a telle carte, il y a des publicités plein les journaux. Et le lendemain, ce qui est vraiment différent d'ici, un promoteur peut mettre sa carte ou son poster dans un journal, mais le lendemain, le journal va couvrir l'événement avec les résultats. Ben, donc, le fan qui n'est pas allé, le fan qui n'est pas allé, lui, la semaine prochaine, il sait ce qui s'est passé, il peut y aller et suivre les histoires. C'est vraiment, c'est une religion. Les luchadors sont vus vraiment comme des super-héros. Il y a un respect pour le luchador qu'il n'y a malheureusement pas ici en Amérique du Nord. C'est vraiment, c'est vu comme des athlètes, des personnes importantes. Vraiment, on se promène sur la rue. Les gens nous reconnaissent, ils nous courent après, ils nous demandent tout le temps photo, puis des autographes. C'est vraiment la grosse différence, je dirais. La lucha libre est vraiment mise sur un piédestal. Hey, t'imagines-tu ici comment c'est souvent dénigré la lutte en Amérique du Nord, mais au Québec, tu parles de lutte, puis on a la communauté qui est quand même tissée serrée, mais à l'extérieur de ça, il faut toujours faire notre job de vendeur, alors que là-bas, c'est vraiment incroyable ce que tu comptes. Et à l'intérieur du cercle des lutteurs, est-ce que comment qu'ils se voient, eux autres, ces lutteurs-là? Parce que j'imagine qu'il y en a de tous les niveaux aussi, là. Pas tout le monde qui doit être bon, là. Mais tout le monde le voit, par contre, comme c'est important, c'est leur job. Il y a des gens, la plupart des gens là-bas qui sont lutteurs ne font juste font ça dans la vie. Ils se promènent de ville en ville, ils vont prendre l'autobus, ils font du carpooling. C'est vraiment d'un gala à un autre. La grosse différence aussi, ici, les galas sont surtout les fins de semaine. Là-bas, il y en a toute la semaine, le jour, le soir, la nuit. C'est vraiment partout un lutteur qui est correct à se promener, puis un peu à dormir n'importe où, peut vivre de ça. Le montant qu'ils sont payés, ça dépend toujours de qui ils sont, leur expérience, leur nom. Mais le petit lutteur qui, lui, veut partir, faire ça, ben, il part avec son sac, il se promène, puis il va trouver un show quelque part. Wow! Et la question du masque et des costumes, tu sais, moi, celui on a mis un extrait là, que j'ai décrit l'entrée de La Parka. Moi, c'est lui qui me faisait réagir. On l'appelait The Chairman avec sa chaise. Mais il y a toute cette... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Une magie énigmatique. Ça doit être vraiment spécial, ce côté-là de la lucha libre. Oui, parce que les premières années... Moi, j'ai commencé à aller au Mexique en 2002. Les premières années, là, rarement je voyais les visages. Les gens arrivent avec leur masque, repartent avec leur masque. Souvent, je voyais le visage de mon adversaire, mais pas nécessairement des autres ou très peu. Aujourd'hui, je dirais que c'est un petit peu plus ouvert. Ils vont arriver avec leur masque, ils vont l'enlever dans le vestiaire. Les autres lutteurs vont voir leur visage. Mais la minute qu'ils sortent en public, ils vont se recouvrir le visage, ils se montreront jamais... ou ils vont prendre une photo. S'ils n'ont pas leur masque, ils vont avoir une serviette sur la tête. C'est vraiment... c'est un secret. Ça garde le mystère du super-héros. Puis, je ne niaisais pas tantôt quand je dis que c'est une religion. La plupart des luchadors vont se faire enterrer avec leur masque. Comme El Santo. Oui. Ah, ouais. Et toi, tu étais là combien de temps? J'imagine que tu es allé à plus qu'une reprise. Est-ce que tu as vécu là un certain bout de temps? Je dirais pas que j'ai vécu là, mais de 2002 à 2006, j'y allais à tous les 2 mois. C'était soit des 4 jours, soit des semaines. Le plus long que j'ai fait, je pense, c'était des tournées de 2 semaines. Mais c'était vraiment... je repartais. J'avais un show, mettons, au Québec. Je repartais l'autre semaine. J'étais même championne de la lucha libre féminine là-bas. Moi, dans le fond, pourquoi ils m'avaient amené là-bas? De la lutte féminine hardcore extrême, il n'y en avait pas. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis moi, ils voulaient que j'amène le style là. Ils avaient entendu parler de moi.
j'avais reçu un courriel depuis dans le temps. On parle de 2002, là, c'était vraiment à la base de l'Internet. Il n'y avait pas grand... 20 ans, les réseaux là, 20 sociaux, ans. Fait que j'avais reçu un courriel. Puis, même à cette époque-là, je ne luttais pas beaucoup contre des femmes parce que souvent, l'entraînement était tellement minime que je m'étais blessé plusieurs fois puis je m'étais tanné. Fait que je luttais juste contre des hommes. Puis quand je suis allé au Mexique, là, j'ai vu, OK, là-bas, c'est sérieux. Les femmes s'entraînent vraiment. Il y en a beaucoup. Tu sais, au Québec, moi, j'étais toute seule. J'étais toute seule. Il y en avait une qui arrivait, elle repartait. Il y en avait deux, ils lâchaient. Ou il y en a qui, tu sais, un coup, qui ont des familles, ils terminent la lutte. Ou en tout cas, ils partent un bout, ils reviennent. Mais quand je suis arrivé là-bas, c'était comme la soif d'apprendre, de se dépasser, d'offrir un bon spectacle. Grosse différence aussi. Tu parlais tantôt que la lutte ici, des fois, est un petit peu dénigrée. Combien de fois qu'on se fait demander la lutte, c'est fake? Puis, tout le monde le sait qui a mis le pied dans un ring que fake, c'est la pire chose à dire parce que oui, c'est scripté, oui, on a des personnages, mais un ring, ça reste des travails d'acier, c'est des planches de bois, ça fait mal. On est entraîné tellement à recevoir des coups qu'on apprend à... Moi, j'ai toujours dit, la lutte, c'est vivre avec la douleur. Mm-hmm. Et, tu sais, on se lève le lendemain, on a mal, mais c'est comme une seconde nature pour nous. On vient habitué. Mais là-bas, c'est pas une question tu vas te faire poser. Jamais. Ils te voient comme un athlète, ils te voient comme quelqu'un qui va faire une performance, tu sais. Tu es un cascadeur qui n'a pas le droit à l'erreur des prises 2, 3, 4. Nous, on n'a pas, là, on n'a pas le droit, là. C'est live devant le public, c'est une performance. Puis au Mexique, j'ai jamais senti qu'il y avait qui que ce soit qui dénigrait ça. Au contraire, c'est comme « Wow, vous faites ça! » Puis en plus, eux, c'est des cascadeurs hors pair, tu sais, qui font des pirouettes. Puis le style est très, très différent. Moi, à l'époque, j'en faisais un peu, tu sais, des moves un peu plus lucha, je dirais, mais ça n'a jamais été mon gros fort ou ma préférence. Moi, j'ai toujours été plus porté sur la lutte qui frappe, comme au Japon. Mais quand je regarde un gars à la télévision comme Phoenix, toujours être capable de sauter à pieds joints sur le troisième cadre sans tomber, moi, ça m'a toujours impressionné. Puis, au Mexique, il y a beaucoup de ça. Puis, il amène d'autres styles aussi, puis travailler de la droite aussi. Quand on fait un lock-up, au début de match, la prise de bras, nous, on est habitué de la prendre sur la gauche. Là-bas, ça travaille de la droite. Ah, oui, quand j'y allais, avant d'y aller, je me souviens que je me pratiquais chez nous tout seul. Dans le miroir, devant le miroir. Faire un lock-up tout seul, mais de le faire de l'autre côté, puis d'essayer de passer de la main droite, parce qu'il allait me prendre de la main droite. Puis le lock-up, c'est quelque chose qui est tellement inné dans toi qu'il faut que tu casses l'habitude, là, parce que c'est un automatisme. Exactement. Wow. C'est de s'habituer à travailler de l'autre côté. Il y a beaucoup de lutteurs aujourd'hui, par exemple, qu'ils se sont adaptés, ils travaillent à l'américaine. On parlait de la parka tantôt. Ces gars-là qui ont fait les États-Unis souvent ou même Japon sont capables de switcher, sont capables de faire les deux. Puis, tu sais, moi, je parle pas ben espagnol, mais je peux te caler un match, par exemple, si tu connais les termes. Je comprends, fais-moi pas de phrase complète, mais dis-moi la angulo, la brasso, la courbata, j'ai tout compris ce que tu me dis. C'est bon. Fait que pour quelqu'un du Québec, quelqu'un qui lutte, qui s'en va là-bas, c'est comment je cherche le mot? C'est une adaptation. Il faut s'adapter. Mais tu es mis en valeur. Christy, ça se peut-tu pas trouver le mot? Ils te mettent, comme tu disais, sur un pied valorisant. Tu vois, oui. là? C'est valorisant, mais une chose aussi que il faut comprendre avec les lutteurs mexicains, c'est qu'eux autres, ils prennent ça au sérieux, puis ils s'attendent à ce que tu répliques. Moi, je me souviens, quand j'étais arrivé, on était, moi puis une Américaine, puis on a lutté contre 2 vétéranes mexicaines. Puis ils nous brassaient pas mal. Puis à un moment donné, je me suis tanné et je me suis mis à répliquer puis les frapper aussi fort. Puis, tu sais, je reprenais le dessus quand je voulais parce que planifier d'avance, c'était pas toujours non, tu allais dans le ring puis tu luttais. Je m'étais fâché, puis là, moi, je répliquais, puis je prenais, on devait se prendre notre over, là.
Puis quand on était arrivé en arrière, l'Américaine, elle était comme toute déboussolée, puis elle était en maudit. Puis là, j'étais comme, moi aussi, sur le coup, j'étais en maudit. Puis là, les deux Mexicaines sont arrivées. Ils ont comme passé à côté de l'Américaine, puis moi, ils sont venus me prendre dans mes bras, puis veux-tu une bière? Puis là, c'est là que j'ai compris. Je dis, OK, ils voulaient savoir si j'étais une vraie, si j'étais une tough, puis que j'avais affaire dans un ring. On avait été testés. Puis moi, ben, je m'étais fâchée. Tu sais, puis là, quand je retournais, elle, hey, là, ça fait ça, blablabla. Puis c'était mes amis, puis ils me parlaient tellement vite, puis là, je comprenais rien. J'avais essayé d'apprendre l'espagnol, mais tabarnouche. Mais oui, tu sais, il faut que tu prennes ça au sérieux. Tu vas pas là en joke, tu vas là. Tu sais, eux, c'est un art, c'est un sport, puis il faut que tu le respectes. Écoute, Geneviève, merci beaucoup pour ton temps ce matin. C'était une petite introduction dans l'univers du Soyez-y, mesdames, messieurs. Et j'espère que tu vas accepter notre future invitation où on va pouvoir parler de toi, de ta carrière, de la lutte féminine qui a tellement évolué dans les dernières décennies. Alors, merci beaucoup, beaucoup de ta générosité. Puis on se reparle. Je t'envoie une invitation sous peu. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à toi. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. La petite vie. Ah, ça a marqué le Québec, hein? Ouais. Hey, D'ailleurs, oui. Je ne sais pas si tu te souviens, tu as sûrement vu la photo passer. À un moment donné, je suis déguisé comme... comment qu'elle s'appelait? La femme dans Petite Vie, là. Moment? Bon. Ben oui. Moment, je suis déguisé et PCO, il est en Père Noël. Oui. Puis moi, je suis habillé en Mère Noël, mais j'ai de l'air de Moment dans Petite Vie. Ben oui, je l'avais dit en honte, tu ne l'avais pas aimé à l'époque. Oui, mais là, aujourd'hui, j'ai appris. Cette photo-là sera dans le livre. Ah, pas vrai? Ouais. Je me rappelle quand que ça sortit en ondes, d'ailleurs, ça fait partie de nos meilleurs moments. On dirait Serge Thériault dans Petite Vie Moment. Ben non, je ressemble pas à Serge Thériault. Elle était insulté rare pour de vrai. Mais t'es bon pour m'insulter. Ben non. Ben non, c'est moi, je dis la vérité. La semaine prochaine, oui, épisode 76, oui. On sera le 29 août. Mm-hmm. Wow! Ouais, hein? Hey, ça va vite. Simmania s'en vient à grands pas. Oui. Puis la rentrée des classes. C'est vraiment comme fin de l'été. Oui, la rentrée des classes. Donc, la semaine prochaine, tout y est. Simmania, la rentrée des classes. Puis la fin, moi, j'appelle ça la fin de l'été, même si c'est le 21 septembre. Ouais. On s'entend que la fin du mois d'août, c'est la fin de pas mal de choses et le renouveau, dont d'ailleurs ton premier spectacle officiel de Simmania, dont ton lancement du livre. Les boîtes vont arriver bientôt, j'imagine. Écoute, les boîtes sont en transit. Alors, je vais recevoir ça. Et justement, la semaine prochaine, je vais vous amener l'expérience d'écrire un livre. Je vais avoir Hugo Fontaine, qui est aussi DJ Fontana, qui sera à Simmania. C'est lui qui a fait la correction. Il y a des détails qu'on ne pense pas. Exemple, comment écrire NWO dans le livre, OK? Il y a aussi Louis Sauvé, qui est celui qui est le graphiste, qui est un chum que j'avais perdu de vue depuis 30 ans, puis que nos chemins se sont croisés au moment où j'avais besoin de lui, qui a tout repris le graphisme du livre, le graphisme du livre, et bien sûr Bertrand Hébert. Alors, on va vous amener dans l'expérience d'écrire un livre pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait ça. Ça sera le thème de l'épisode de la semaine prochaine. OK, tu as parlé d'Hugo Fontaine, de Louis Sauvé. Et Bertrand Hébert. Moi, je vais en parler de Bertrand Hébert parce que c'est un des très grands écrivains de livres au Québec. Ça va être un sujet bientôt, d'ailleurs, à Sim, ici. Les livres, oui. Oui, les livres. Il va falloir faire ça, je pense. Oui. T'en as-tu beaucoup, toi? Des livres à la maison? Moi, je les ai lus. Les livres de lutte, là. Oui, je les ai revendus par après. Mais oui, j'en ai lu beaucoup.
Moi, j'en ai peut-être une vingtaine, peut-être 30. Là. Il y en a que j'ai bien aimé celui de Roddy Piper, écrit par son fils qui était venu à TOW. Ouais. Son fils et sa fille qui travaillent dans le cinéma du côté de Los Angeles, les deux ont publié le livre. Mais ça serait intéressant. Moi, je dirais dans quelques semaines, on devrait faire un sujet sur les livres ici à la CIM. Bonne idée. Donc, la semaine prochaine, ça sera vraiment la fin du mois d'août. Et on va parler de Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite fille.